Deuxième semaine d'audience au procès de l'attentat de la rue Copernic avec l'audition ce matin devant la cour d'assises spéciale d'un ancien policier de la DST qui a suivi l'enquête. Laurence Goldman, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur place pour RCG et vous suivez ce procès. Oui, c'est ce spécialiste du terrorisme international qui a procédé à l'arrestation de l'accusé en 2008 au Canada, alors qu'Hassan Diab coulait des jours heureux à l'université d'Ottawa où il enseignait la sociologie. L'inspecteur rappelle que dès le début de l'enquête, dans les jours qui ont suivi l'attentat le 3 octobre 1980, la DST alertait la brigade criminelle. La piste de l'extrême droite ne tenait pas la route. Tous les éléments indiquaient que l'attentat était le fait d'un groupe terroriste palestinien, le FPLP Opération Spéciale. Plus tard, en 1999, raconte l'inspecteur, tous les réseaux terroristes étaient identifiés et localisés. Parmi eux, Hassan Diab, l'unique accusé à ce procès. Alors, quels sont les éléments qui sont apparus au cours de cette déposition de cet ancien agent de la DST ? L'audition de Philippe Chichel ce matin apparaît déjà essentielle. L'inspecteur a rappelé par exemple que le passeport de l'accusé avait été retrouvé en 1981 à l'aéroport de Rome dans un sac transporté par le neveu du chef du FPLP. Sur ce document, des visas d'entrée et de sortie en Europe juste avant et après Copernic. Hassan Diab était le maillon faible, explique l'inspecteur. C'est lui qui avait le plus d'éléments à charge. Ses anciens amis libanais, sa première épouse Nawal Kopti, étaient tous, de près ou de loin, liés à l'organisation terroriste. L'un d'eux, reconverti dans la banque à Beyrouth, a été interrogé par le policier français. Il a formellement reconnu Diab sur un portrait robot établi à Paris après l'attentat. À la barre, Philippe Chichel est revenu sur l'absence de revendication de l'attentat, un élément qui a été mis en avant par les avocats de la défense. Ce n'est pas étonnant, dit-il, les chefs du mouvement terroriste palestinien voulaient éviter que les services de renseignement ne remontent jusqu'à eux. Quant à l'argument de l'accusé lors de son arrestation en 2008, il évoquait une homonymie, plusieurs dizaines de milliers de personnes portant son nom à travers le monde. Le policier est catégorique. C'est faux, assène-t-il. Il n'y a qu'un seul Hassan Diab qui a été marié à Nawal Kopti et qui est parti vivre au Canada. Rappelons qu'en 2018, la justice française a prononcé un non-lieu. Hassan Diab est depuis retourné au Canada. Son procès, qui se tient finalement aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, se tient en son absence. Le verdict est attendu le 21 avril prochain. Merci Laurence Goldman en direct donc, du Palais de justice de Paris pour RCJ. Vous avez rencontré ce matin un avocat, maître Cassius Bolo-Ferro. Il représente des victimes de l'attentat de la rue Copernic qui se trouvaient à l'intérieur de la synagogue au moment de cet attentat. C'était le 3 octobre 1980. On écoute cette interview. Maître Cassius Bolo-Ferro, avocat de l'Association française des victimes du terrorisme et de partie civile à ce procès. Peu de personnes physiques, finalement, se sont déclarées partie civile au regard du nombre de victimes lors de cet attentat de la rue Copernic. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, cette absence de partie civile physique à ce procès, je me l'explique par le temps qui est passé. Déjà, il faut savoir que ce procès a eu lieu il y a 43 ans. Donc de fait, il y a des personnes qui, hélas, ne sont plus parmi nous. Et puis aussi parce qu'elle est la traduction de ce qu'était l'époque par rapport aux victimes. C'est-à-dire qu'autrefois, il y a 43 ans, les victimes, quand il y a eu lieu l'attentat, par exemple, on n'a même pas pris leur nom. Il y avait 320 enfants ou 320 personnes en tout cas dans la synagogue, on n'a même pas relevé leur nom. Ils ne sont pas dans le dossier d'instruction. Si le procès avait eu lieu dans la foulée 1 an ou 2 ans après, on aurait eu un procès qui aurait duré 3 jours. Et on n'aurait même pas imaginé donner la parole aux victimes. Alors, une association comme la mienne, association que je représente bien sûr, Française des victimes du terrorisme, s'est battue pour que les victimes aient leur place au procès, puissent être entendues, qu'il y ait des audiences qui leur soient consacrées. Voilà, donc maintenant, 43 ans plus tard, il faut les retrouver. Et les gens, évidemment, les femmes ont changé de nom, les gens ont changé d'adresse, certains sont décédés, et c'est un scandale d'ailleurs, on a 4-5 personnes qui sont parties civiles dans ce procès. Vous représentez néanmoins certaines de ces anciennes victimes de l'attentat qui se trouvaient à l'intérieur de la synagogue lorsque la bombe a explosé. Les personnes que je représente étaient toutes à l'intérieur de la synagogue. C'est-à-dire, quand je dis les personnes, toutes, j'en ai 2
Et peut-être dans les jours qui vont venir, j'en aurai 4. 4 enfants. Elles avaient des femmes, 13 ans, 13 ans et demi. C'était, comme vous le savez, il y avait 5 bat mitzvah et l'office. Et ces pauvres, enfin, j'allais dire ces gamines, c'était des gamines. Elles se sont prises qui la verrière, qui le toit, le plafond, en fonction dont elles étaient dans la salle. Et par exemple, pour revenir sur les victimes, elles sont sorties recouvertes de plâtre ou bien coupées, et puis elles ont enjambé les corps, et puis on leur a dit « mais restez pas là, allez, rentrez chez vous, dégagez ». Voilà le choc. Elles sont rentrées à la maison, il y a eu un attentat, oui, bah mange ta soupe, et puis on passe à autre chose. Et les parents, parce que c'était des mineurs, c'est ça aussi qui explique qu'elles ne soient pas de partie civile. Les parents n'ont même pas imaginé qu'on pouvait porter plainte et se constituer. Voilà, autre époque. Ces parties civiles que vous représentez, dans quel état d'esprit sont-elles aujourd'hui, une semaine après le début de ce procès? Eh bien, leur état d'esprit, difficile à dire. C'est-à-dire que contente qu'il y ait ce procès, contente d'y assister et d'être là, mais ça remue tellement de choses. Ça renvoie à tellement de souffrances, d'incompréhension, de pourquoi nous sommes si peu, pourquoi... vous savez, je ne sais pas s'il faut en parler là, mais il y a une phrase qui a bouleversé tout le monde, hein, les Français innocents. Hein, avec quelques jours plus tard dans Libération, cet article qui était titré « Nous sommes tous des juifs français ». Donc vous savez, c'est un mélange de tout ça. C'est j'y vais pas, qu'est-ce que j'ai à dire, suis-je légitime? Voilà. Et puis la grande interrogation, va-t-il être condamné? Et ça c'est le plus important parce que au terme de ces 43 ans, il faut bien un coupable quand même. Que retenez-vous de cette première semaine d'audience qui s'est écoulée? On est presque à mi-parcours avec le verdict attendu dans une dizaine de jours. Quels sont les éléments à vos yeux qui ont été mis à jour au cours de ces audiences? Eh bien, encore une fois, comme depuis le début, on est sur cette ligne de crête. C'est-à-dire que tous les jours, on a l'impression que la défense ne va pas s'en relever et elle s'en relève juste après. Et nous, c'est pareil, on se dit, ah ben non, là, c'est quand même... Et pourtant, voilà, ces audiences sont à l'image de ce procès, c'est que, à l'image de ce dossier, c'est qu'on n'arrive pas à encore être sûr du verdict. Est-ce que vous voyez une stratégie qui se dessine du côté de la défense jour après jour, hein? Jour après jour, la défense n'a qu'une stratégie, c'est tout saper. C'est-à-dire de se battre pied à pied sur chaque pièce. On a quelques pièces à conviction, entre guillemets, mais elles ont toujours une faille, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ils s'engouffrent dans cette faille. Et c'est ça qu'ils essayent de faire éclater pièce après pièce. Et témoignage par témoignage. Et à chaque fois, les gens qui viennent à la barre, c'est sûr qu'ils passent un mauvais quart d'heure. Ils passent un mauvais quart d'heure, surtout que la défense est en dernier. Comme vous savez, elle a en dernier la parole, donc on ne peut pas reprendre la parole derrière pour soutenir les gens qui se font étriller à la barre. Mais bon, en même temps, on n'est qu'au début du procès et vont arriver encore les autres pièces et je suis confiant. Dernière question, maître, vous êtes l'avocat de l'Association française des victimes de terrorisme. Vous avez l'habitude de ce genre de procès. Quelle vérité, selon vous, doit en sortir ? Alors, au préalable, je suis l'avocat de cette association, la FVT, avec David Père, qui était constitué depuis des années. Il m'a demandé de le rejoindre là pour l'aider, mais c'est surtout avec David Père. Alors, quelle vérité on peut sortir de ce procès? C'est votre... Ce qui est important 43 ans après les faits, c'est que tout le monde sache qu'on ne lâchera pas, que la justice fait son travail et que la justice ne classe pas les dossiers. Elle les pousse autant qu'elle peut. Et nous, Français, nous allons continuer. Nous allons nous battre pour qu'on réussisse à retrouver les assassins, retrouver les coupables. Et la vérité qu'on peut en sortir, c'est ça, c'est que quoi qu'il arrive, les outils que nous avons pour poursuivre les gens sont en marche, sont aiguisés, sont huilés, et nous nous battrons jusqu'au bout pour les arrêter. Merci Maître Kasubolo, merci d'avoir répondu aux questions de RCJ. Merci à vous.